Ma fille de 3 ans a failli mourir après que mes parents l'ont délibérément laissée enfermée dans une voiture pendant plus de 3 heures durant une vague de chaleur, alors qu'il faisait du shopping. Quand j'ai reçu l'appel d'une inconnue qui l'avait trouvée évanouie, je me suis précipitée à l'hôpital. Mes parents sont arrivés des heures plus tard, en riant. On s'est tellement amusé sans elle, a dit ma sœur nonchalamment. Ma mère a ajouté, il fallait qu'elle apprenne la patience. Quand je les ai confrontés, mon père m'a saisi à la gorge et m'a plaqué contre le mur de l'hôpital. Mêle-toi de tes affaires. Ma sœur m'a giflé violemment. Arrête d'être dramatique. Puis elle m'a donné un coup de pied dans le ventre. N'ose même pas dire un mot. Ma mère m'a tiré les cheveux. Fille ingrate. Je n'ai ni pleuré ni riposté. Au lieu de ça, j'ai agi. J'ai appelé mon avocat sur le champ. 3 heures plus tard, leur vie commençait à s'effondrer. L'appel est arrivé à 14h47, un mardi. J'étais en pleine présentation lorsque mon portable s'est mis à vibrer sur la table de conférence. Mon patron m'a lancé un regard, mais quelque chose m'a poussé à le prendre quand même. Est-ce la mère d'Emma ? Une voix de femme tremblait à l'autre bout du fil. Mon cœur s'est arrêté. Oui. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Catherine Walsh. J'ai trouvé votre fille enfermée dans une voiture au centre commercial Westfield. Elle est inconsciente. L'ambulance nous emmène à l'hôpital Memorial en ce moment. Vous devez nous y retrouver. Le monde a basculé. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru, laissant derrière moi 20 collègues perplexes. Catherine est restée en ligne pendant mon trajet effréné, m'expliquant ce qu'elle pouvait. Elle traversait le parking du centre commercial quand elle a entendu de faibles pleurs. En suivant le son, elle a trouvé ma fille de 3 ans, Emma, enfermée dans une berline argentée, les fenêtres fermées, inconsciente contre les sangles de son siège auto. La température extérieure était de 34 degrés, a dit Catherine, la voix brisée. J'ai immédiatement appelé le 911. Ils ont dû briser la vitre. J'ai atteint l'hôpital en 14 minutes, un trajet qui aurait dû en prendre 30. Emma était à l'unité de soins intensifs pédiatriques, branchée à des moniteurs qui émettaient des bips réguliers. Son petit visage était rouge vif, ses boucles blondes collées par la sueur. Un médecin m'a intercepté avant que je ne puisse atteindre son lit. Madame Taylor, je suis le docteur Andrew. Votre fille est stable maintenant, mais elle a frôlé le coup de chaleur. Elle a énormément de chances d'être en vie. L'ambulancier a dit qu'elle était dans cette voiture depuis plus de 2 heures par cette chaleur. Mes mains tremblaient en touchant la joue d'Emma. Elle a légèrement bougé, en gémissant. Qui ferait une chose pareille ? Qui l'a laissée là ? Catherine s'est avancée du coin où elle attendait. La voiture est immatriculée au nom de Patricia Morgan. La police essaie de la localiser. Patricia Morgan. Ma mère. La rage qui m'a envahie était sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais ressenti. Mes parents avaient proposé de garder Emma pendant que j'étais au travail. Ils avaient même insisté, malgré mon hésitation. Ma sœur Valérie était en visite d'Arizona, et ils voulaient passer du temps en famille avec leur petite fille. J'avais déposé Emma à 7 heures ce matin-là, l'embrassant pendant qu'elle serrait son lapin en peluche. Où sont-ils ? Ai-je demandé. Où sont mes parents ? Le docteur Andrew a échangé un regard avec l'infirmière. Nous n'avons pas réussi à les joindre. La police a leurs coordonnées grâce à l'immatriculation du véhicule. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants et j'ai composé le numéro de ma mère. Directement sur la messagerie vocale. Pareil pour le téléphone de mon père. Et celui de Valérie aussi. 3 heures ont passé. J'étais assise au chevet d'Emma, la regardant dormir tandis que la fureur montait dans ma poitrine comme une cocotte minute. Catherine est restée avec moi, cette étrangère qui avait sauvé la vie de ma fille. Elle m'a apporté du café et m'a tenu la main quand j'ai commencé à pleurer. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Ce sont ses grands-parents. À 18h15, j'ai entendu des rires familiers résonner dans le couloir de l'hôpital. La voix de ma mère portait clairement, point et puis le vendeur a essayé de me convaincre qu'il m'en fallait 3 paires. Tu imagines ?
La réponse de Valérie était pleine d'amusement. Maman, tu es incorrigible. Ils sont entrés dans la salle d'attente devant les soins intensifs comme s'ils revenaient d'une journée au spa. Des sacs de shopping pendaient à leurs bras. Ma mère portait un nouveau chemisier, l'étiquette encore attachée. Mon père tenait une boîte d'un magasin d'électronique de luxe. Ils étaient partis depuis plus de 4h30 après m'avoir déposé avec Emma au centre commercial ce matin-là. Ils m'ont vu et ont souri. Oh, bien. Tu es là, a dit ma mère joyeusement. On s'apprêtait à rentrer. Comment va Emma? Je me suis levée lentement. Catherine s'est rapprochée, sentant peut-être ce qui allait arriver. Comment va Emma? Ma voix était plate et froide. Elle a failli mourir. Valérie a agité une main dédaigneuse. Ne sois pas si dramatique. On avait juste besoin d'un peu de temps pour nous. Le centre commercial avait des soldes incroyables. Vous l'avez laissé enfermé dans la voiture. Chaque mot semblait être du verre dans ma gorge. Par 34 degrés, pendant plus de 2 heures, pendant que vous faisiez du shopping. Mon père a froncé les sourcils. Elle allait bien quand on l'a laissée. Elle avait ses jouets. Elle était inconsciente quand une inconnue l'a trouvée. Je me suis approchée d'eux, tout mon corps tremblant. Une inconnue a dû sauver la vie de ma fille parce que vous trois avez décidé que le shopping était plus important. Il fallait qu'elle apprenne la patience, a dit ma mère, en levant les yeux au ciel. Les enfants de nos jours sont tellement choyés. Un peu d'inconfort forge le caractère. On s'est tellement bien amusé sans elle, a ajouté Valérie, examinant ses ongles manucurés. Tu sais à quel point les enfants peuvent être un fardeau dans les magasins. La cruauté désinvolte de leurs propos m'a frappé comme un coup physique. Je me suis rapprochée de ma mère, ma voix s'élevant. Vous avez failli la tuer. Vous comprenez ça? Coup de chaleur, lésion cérébrale, la mort. L'expression de mon père s'est assombrie. Il a laissé tomber ses sacs de shopping et a comblé la distance entre nous en 2 enjambées. Sa main s'est projetée et m'a saisi à la gorge, me plaquant en arrière contre le mur de l'hôpital. L'impact m'a coupé le souffle. Mêle-toi de tes affaires. Ses doigts se sont resserrés autour de ma trachée. Nous sommes ses grands-parents. On s'occupe d'elle comme on l'entend. La paume de Valérie a claqué sur mon visage avant que je ne puisse répondre. La gifle a fait bourdonner mon oreille et brûler ma joue. Arrête d'être dramatique. Elle a attrapé une poignée de mes cheveux. Tu réagis toujours de manière excessive à tout. Ma mère s'est jointe à eux, tirant mes cheveux de l'autre côté tandis que mon père maintenait sa prise sur ma gorge. Puis le pied de Valérie a heurté mon estomac, me pliant en 2. N'ose même pas dire un mot, a sifflé ma sœur. Cette famille n'a pas besoin de tes crises d'hystérie. Fille ingrate. Les ongles de ma mère ont griffé mon cuir chevelu alors qu'elle tirait plus fort. Catherine a crié pour appeler la sécurité. Le personnel de l'hôpital est arrivé en courant. Mon père m'a relâché et a reculé, lissant sa chemise comme si de rien n'était. J'ai glissé le long du mur, cherchant mon souffle, ma vision se brouillant. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro que j'avais enregistré des mois auparavant, lorsque mon mariage avec le père d'Emma s'était effondré. Thomas Randall a répondu à la 2e sonnerie. Thomas, c'est moi. J'ai besoin de toi à l'hôpital Mémorial tout de suite. Apporte les contacts de la police que tu as mentionnés et un enregistreur. Mes parents et Valérie se disputaient avec les agents de sécurité qui avaient formé une barrière entre nous. Ma mère n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal, que j'étais hystérique, qu'Emma allait parfaitement bien. Thomas est arrivé 30 minutes plus tard avec l'inspectrice Sarah Chen et un administrateur de l'hôpital nommé Monsieur Peterson. J'ai fait ma déposition pendant que Catherine corroborait tout. Le docteur Andrew a fourni le dossier médical d'Emma, documentant la déshydratation sévère, la température corporelle élevée et le quasi-coup de chaleur. Les images de surveillance étaient accablantes. Elles montraient mes parents et Valérie arrivant au centre commercial à 11h23, Emma visible sur la banquette arrière. Ils se sont garés en plein soleil, ont remonté toutes les vitres et sont partis en riant.
L'horodatage de leur retour montrait qu'ils étaient partis pendant 2h14 avant que Catherine ne trouve Emma. L'inspectrice Chen a tout écouté, a pris des notes détaillées, puis a pris une décision. Je vais devoir consulter mon superviseur et le procureur du district avant de procéder à des arrestations. C'est une affaire grave et je veux m'assurer que nous la traitons correctement. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont nulle part ce soir. Elle a recueilli les dépositions de mes parents et de Valérie séparément. Ils s'en sont tenus à leur version. C'était une simple erreur. Ils avaient perdu la notion du temps. Emma allait bien, alors quel était le problème? Mon père a même exigé que je sois arrêtée pour fausses accusations. L'inspectrice Chen les a arrêtés tous les trois le lendemain matin à leur domicile respectif. Ma mère a hurlé que c'était scandaleux, que j'étais une ingrate, qu'elle m'avait donné la vie et que c'était ainsi que je la remerciais. Mon père a menacé de poursuites judiciaires. Valérie m'a traité de noms que je ne répéterai pas. Je les ai regardés être emmenés menotter, et je n'ai ressenti qu'une froide détermination. Les charges sont tombées rapidement, mise en danger d'enfants, mise en danger de la vie d'autrui, et agression pour leur attaque contre moi. Thomas a déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence le soir même. Le lendemain matin, aucun d'eux ne pouvait s'approcher à moins de 150 mètres d'Emma ou de moi. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Thomas avait été mon avocat pendant mon divorce et il avait vu assez de dysfonctionnements dans ma famille pour comprendre ce qui devait se passer. Le mercredi matin, pendant qu'Emma dormait paisiblement dans son lit d'hôpital, nous avons commencé à passer des appels. D'abord, j'ai contacté les services de protection de l'enfance. L'assistante sociale, Angela Morrison, est arrivée dans les 2 heures. Je lui ai tout montré, les dossiers médicaux, les images de surveillance, les photos des ecchymoses qui se formaient sur mon cou et mon ventre, le témoignage de Catherine. Madame Taylor, dit Angela avec précaution, je dois vous poser des questions difficiles sur l'histoire de votre famille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je lui ai parlé de mon enfance, de la façon dont mes parents avaient toujours favorisé Valérie, de la manipulation émotionnelle et du gaslighting qui avait été ma normalité pendant 32 ans. J'ai expliqué comment ils avaient sapé mon rôle de mère à chaque occasion, comment ils avaient insisté sur le fait qu'Emma avait besoin d'être endurcie, comment ils me traitaient de faible parce que je voulais protéger ma fille. Thomas a sorti ses dossiers de mon divorce. Mon ex-mari était parti quand Emma avait 6 mois, incapable de supporter l'ingérence constante de ma famille dans notre mariage. Il avait déménagé en Californie et envoyait des chèques de pension alimentaire ponctuellement, mais maintenait un contact minimal. Son témoignage, donné par téléphone à Angela, a brossé le portrait de grands-parents qui essayaient de prendre le contrôle des décisions parentales et mettaient leur fille de côté. Ils m'ont dit que je n'étais pas le vrai père d'Emma parce que je ne la disciplinais pas à leur manière, a-t-il dit, la voix tendue par une vieille colère. Il disait que les enfants avaient besoin de leçons difficiles. J'ai essayé de protéger Emma, mais votre mère m'a dit que je la rendais faible. L'expression d'Angela devenait de plus en plus sombre à chaque révélation. Ensuite, Thomas a contacté le bureau du procureur. La procureure, Rebecca Summers, a jeté un coup d'œil aux preuves et a aggravé les charges. La tentative d'homicide involontaire a été ajoutée à la liste. Les accusations d'agression incluaient désormais des voies de fait graves en raison du lien de parenté et du cadre hospitalier. Le jeudi matin a apporté une autre surprise. Catherine Walsh m'a appelé en pleurant. J'ai fait quelques recherches, a-t-elle dit. La voiture de votre mère. Je me suis souvenu avoir vu quelque chose de bizarre quand j'ai trouvé Emma. Que voulez-vous dire? Il y avait un pare-soleil en accordéon sur la lunette arrière. Il était plié, rangé à côté du siège auto d'Emma. Ils l'avaient apporté mais ont choisi de ne pas l'utiliser. Mon sang s'est glacé. Thomas a immédiatement contacté l'inspectrice Chen avec cette information. Cela prouvait la préméditation. Ils savaient qu'il ferait chaud. Ils avaient apporté un équipement qui aurait pu protéger Emma. Ils ont simplement choisi de ne pas l'utiliser. Les médias se sont emparés de l'affaire dès le vendredi. Des grands-parents arrêtés après avoir laissé leur fillette dans une voiture en pleine canicule pendant une virée shopping, titrait le journal local.
Les images de surveillance de l'hôpital ont été diffusées aux chaînes d'information, montrant mes parents et ma sœur s'éloignant de cette voiture sans un regard en arrière. L'indignation du public a été rapide et brutale. La page Facebook de ma mère, qu'elle avait gardée publique pour exposer sa famille parfaite, s'est remplie de milliers de commentaires la traitant de monstre. L'agence immobilière de Valérie en Arizona s'est effondrée en 48 heures, des gens en colère laissant des avis d'une étoile partout. L'ami de golf de mon père a cessé de répondre à ses appels. Mais le véritable effondrement est venu d'une source inattendue. La sœur de ma mère, tante Linda, m'a appelé samedi soir. Nous n'avions jamais été proches car ma mère avait interdit la relation des années auparavant pour une dispute familiale insignifiante. J'ai vu les nouvelles, a dit Linda doucement. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère. Sur eux tous. Elle m'a tout raconté. L'histoire familiale de violence narcissique qui remontait à 3 générations. La façon dont ma grand-mère avait traité ma mère, et comment ma mère avait juré d'être différente mais était devenue exactement la même. Linda avait des documents, de vieilles lettres, des extraits de journaux intimes de mon adolescence que ma mère avait volés et partagés avec la famille pour se moquer de moi. Des emails entre mes parents et Valérie discutant de la manière de me remettre à ma place, après la naissance d'Emma. Elle ne supportait pas que tu aies une fille, a expliqué Linda. Patricia a toujours voulu être le centre de l'attention. Emma le lui a enlevé. Et Valérie est jalouse de toi depuis le lycée parce que tu as été acceptée dans une meilleure université. Thomas a versé au dossier tout ce que Linda avait fourni comme preuve d'un schéma d'abus. Cela brossait un tableau dévastateur de 3 personnes qui voyaient Emma non pas comme une précieuse petite fille, mais comme un inconvénient et un outil pour me faire du mal. L'audience préliminaire a été fixée 3 semaines plus tard. Mes parents et Valérie ont payé leur caution, mais l'ordonnance restrictive les tenait à distance. Valérie est retournée en Arizona en disgrâce, son entreprise perdant des clients à vue d'œil. Mon père a été contraint de prendre une retraite anticipée de son poste dans un cabinet comptable lorsque les associés ont vu la publicité négative. Ma mère a tenté de sauver sa réputation en donnant une interview à une blogueuse compatissante, affirmant que j'avais toujours été une enfant difficile qui exagérait tout. L'interview a eu un effet boomerang spectaculaire lorsque Catherine Walsh l'a vue et a donné sa propre interview, complète avec l'enregistrement de l'appel au 911 où l'on pouvait entendre les faibles pleurs d'Emma en arrière-plan. Emma s'est complètement rétablie, Dieu merci. Les médecins m'ont assuré qu'il n'y aurait pas de séquelles physiques durables. Psychologiquement, elle était trop jeune pour se souvenir clairement de l'incident, ce qui était une bénédiction. Mais je savais que je porterais ces images pour toujours, mon bébé inconscient dans une voiture surchauffée pendant que ses grands-parents achetaient de nouveaux vêtements. Les semaines précédant le procès ont révélé plus de choses que je n'aurais jamais voulu savoir sur ma famille. Thomas a engagé un détective privé nommé Frank Morrison, spécialisé dans les affaires de droit de la famille. Ce que Frank a découvert a fait passer l'incident de la voiture pour la partie émergée de l'iceberg. Il a trouvé des dossiers médicaux dont je n'avais jamais connu l'existence. Quand j'avais 7 ans, j'avais été amenée aux urgences avec une fracture suspecte au bras. Le médecin de garde avait noté une possible maltraitance, mais ma mère l'avait embobiné pour éviter toute enquête, prétendant que j'étais tombée d'une balançoire. Je ne me souvenais pas du tout de l'incident, ce qui, selon Frank, était courant avec les traumatismes de l'enfance. Il y avait aussi des bulletins scolaires. Mon institutrice de CE2 avait documenté un comportement préoccupant. J'étais inhabituellement silencieuse, je sursautais quand les adultes élevaient la voix, et j'avais une fois dit à une camarade de classe que mes parents disaient que j'étais trop stupide pour comprendre la gentillesse. L'enseignante avait convoqué mes parents pour une réunion. 2 semaines plus tard, j'avais été transférée dans une autre école. Votre mère a un schéma, a expliqué Frank lors d'une de nos réunions. Elle isole, manipule, et passe à autre chose avant que quiconque puisse reconstituer le puzzle complet. Valérie a appris ce comportement, et votre père l'a cautionné. Thomas a utilisé ces informations pour construire un dossier montrant des abus systématiques s'étalant sur des décennies. L'accusation a adoré. Rebecca Summers m'a dit que cela transformait l'affaire d'un incident singulier de jugement terrible en la preuve d'individus dangereux qui ne devraient jamais être en présence d'enfants. Pendant ce temps, mes parents se débattaient pour se sauver.
Ils ont engagé un avocat de la défense coûteux, Stuart Pembroke, qui avait la réputation de tirer d'affaire les clients fortunés. La stratégie de Stuart est devenue claire lors de la première audience préliminaire, me rejeter la faute. Il a brossé le portrait d'une fille ingrate avec des problèmes de santé mentale, toujours prompte à l'exagération. Il a prétendu que j'étais amère à cause de mon divorce et que je me vengeais sur mes parents aimants qui n'avaient fait qu'essayer d'aider. L'expérience de quasi-mort d'Emma a été recadrée comme un accident malheureux, une simple erreur qu'un grand-parent pourrait commettre. La juge n'y a pas cru, surtout après que Stuart a tenté de faire supprimer les images de surveillance. Votre honneur, a plaidé Stuart, ces images violant le droit à la vie privée de mes clients. La juge Marian Foster a regardé par-dessus ses lunettes avec un dégoût à peine dissimulé. Monsieur Pembroke, vos clients ont laissé une enfant de 3 ans enfermée dans une voiture pendant une canicule. Les images les montrent en train de commettre le crime présumé. Le droit à la vie privée ne s'applique pas lorsque vous mettez en danger un enfant sur un parking public. Les images sont restées une pièce à conviction. La manœuvre suivante de Stuart a été d'attaquer la crédibilité de Catherine. Il a engagé quelqu'un pour enquêter sur son passé, cherchant tout ce qui pourrait la faire passer pour un témoin peu fiable. Ils n'ont rien trouvé car Catherine était exactement ce qu'elle semblait être, une enseignante à la retraite qui s'était trouvée au mauvais endroit au bon moment. Frustré, Stuart a de nouveau changé de tactique. Il a déposé une motion affirmant que j'étais une mère inapte qui avait en fait mis Emma en danger moi-même, puis avait essayé de piéger mes parents pour obtenir de la sympathie et une compensation financière. La motion était si absurde que la juge Foster l'a sanctionnée pour dépôt de documents futiles. Mais l'accusation faisait toujours mal. J'ai dû subir une évaluation psychologique pour prouver que j'étais stable et apte à être mère. Le docteur Raymond a passé 6 heures à m'interviewer, à examiner mon histoire et à m'observer avec Emma. Son rapport était sans équivoque, j'étais une mère dévouée et compétente, sans aucun signe de maladie mentale ou de tromperie. Si quoi que ce soit, a écrit le docteur et dans son résumé, Madame Taylor fait preuve d'une résilience remarquable compte tenu de son contexte familial. Sa décision d'engager des poursuites contre ses parents démontre des limites saines et des instincts de protection appropriés envers son enfant. À l'approche du procès, la pression sur mes parents s'est intensifiée de manière inattendue. Le centre commercial où ils s'étaient garés a publié une déclaration condamnant leurs actions et annonçant de nouvelles politiques de surveillance des véhicules garés par temps extrême. La déclaration mentionnait spécifiquement le cas d'Emma comme catalyseur du changement. L'employeur de mon père, malgré sa retraite, a publié sa propre déclaration, se distanciant de ses actions. Plusieurs de ses anciens collègues ont donné des interviews exprimant leur choc et leur dégoût. Un homme, Gérald Hutchkin, a admis que mon père avait toujours été contrôlant et agressif lors des réunions, mais que tout le monde avait mis cela sur le compte de sa personnalité. Avec le recul, a déclaré Gérald à un journaliste local, les signaux d'alarme étaient partout. Il a une fois crié sur une stagiaire jusqu'à ce qu'elle pleure parce qu'elle lui avait apporté le mauvais café. Nous pensions tous qu'il était juste exigeant. Maintenant, je réalise qu'il était abusif. Les répercussions sociales se sont propagées comme une traînée de poudre. L'église de mes parents leur a demandé de ne plus venir. Leurs voisins ont cessé de leur parler. Quelqu'un a peint à la bombe « abuseur d'enfants » sur la porte de leur garage, ce qui a fait les gros titres et a créé encore plus d'attention négative. Ma mère a désespérément essayé de contrôler le récit. Elle a donné une autre interview, cette fois en larmes, affirmant qu'elle avait fait une toute petite erreur et que je détruisais sa vie pour cela. Elle s'est présentée comme la victime d'une fille vengeresse et d'un système judiciaire zélé. Cette interview a été diffusée un jeudi soir. Le vendredi matin, le bureau du procureur avait reçu plus de 300 appels de personnes exigeant des charges plus lourdes. Catherine est apparue dans la même émission de nouvelles ce soir-là, lisant calmement des extraits de l'appel au 911. Est-ce que cela ressemble à une petite erreur, a demandé Catherine, laissant les faibles pleurs d'Emma résonner à l'antenne. C'est une enfant en train de mourir. Et sa grand-mère achetait des chaussures. L'opinion publique s'est complètement solidifiée après cela. Ma mère ne pouvait plus se montrer en public sans être reconnue et confrontée. Elle a cessé de quitter la maison, sauf pour les comparutions obligatoires au tribunal.
Le procès était prévu pour octobre. Thomas était confiant que nous gagnerions sur tous les chefs d'accusation, surtout avec la montagne de preuves que nous avions rassemblées. Nous avions engagé une consultante en jury, le docteur Monica Park, qui nous a aidés à comprendre comment présenter l'affaire de la manière la plus convaincante. Les jurés doivent voir Emma comme une véritable enfant, pas seulement un concept, a expliqué le docteur Park. Ils doivent se connecter émotionnellement à ce qui lui est arrivé. Nous avons préparé une présentation qui incluait des photos d'Emma de ce jour-là, souriante le matin quand je l'ai déposée, inconsciente dans son siège auto quand Catherine l'a trouvée, branchée à des moniteurs aux soins intensifs. Le procureur prévoyait de montrer au jury le lapin en peluche qu'Emma serrait, celui qu'elle avait apporté pour se réconforter pendant ce qu'elle pensait être une journée amusante avec ses grands-parents. J'ai aussi dû préparer mon propre témoignage. Thomas m'a coaché, m'aidant à rester calme et factuel plutôt qu'émotive. Nous avons répété les questions difficiles que Stuart pourrait poser, les façons dont il essaierait de me déstabiliser ou de me faire paraître instable. Il va attaquer votre personne, m'a prévenu Thomas. Il parlera de votre divorce, suggérera que vous êtes instable mentalement, insinuera que vous faites ça pour l'attention ou l'argent. Vous devez rester calme, peu importe ce qu'il dit. Nous avons simulé le contre-interrogatoire des dizaines de fois. Thomas m'a lancé toutes les accusations horribles qu'il pouvait imaginer, me préparant au pire. À la fin, je pouvais réciter mon histoire calmement, même quand il essayait délibérément de me provoquer. La pédiatre d'Emma, le docteur Sarah Blackwell, a accepté de témoigner en tant qu'experte. Elle était le médecin d'Emma depuis sa naissance et pouvait parler de sa santé et de son développement normaux, ce qui rendait clair que le coup de chaleur était entièrement dû au fait d'avoir été laissé dans la voiture, et non à une condition préexistante. J'ai traité des centaines d'enfants au cours de ma carrière, m'a dit le docteur Blackwell lors d'un des rendez-vous de suivi d'Emma. Ce que vos parents ont fait est l'un des cas de négligence les plus horribles que j'ai jamais vus. Et je vais m'assurer que ce jury comprenne exactement à quel point Emma a frôlé la mort. La semaine avant le procès, mon ex-mari est arrivé de Californie. James n'avait pas été très présent dans la vie d'Emma depuis le divorce, mais l'affaire l'avait profondément secoué. Il voulait témoigner sur l'ingérence de mes parents dans notre mariage et leur comportement inquiétant envers Emma quand elle était bébé. Il me disait que je la tenais mal, a dit James lors de notre réunion avec Thomas. Elle avait 3 mois et Patricia insistait sur le fait que je ne soutenais pas sa tête correctement. Puis elle a essayé de me prendre Emma des bras, en disant que j'étais trop incompétent pour qu'on me la confie. Est-ce que cela s'est produit plus d'une fois, a demandé Thomas, prenant constamment des notes. Il sapait tout ce que je faisais. Il disait que je la nourrissais mal, l'habillais mal, jouais mal avec elle. Robert m'a pris à partie une fois parce que je voulais emmener Emma au parc. Il a dit que je l'exposais inutilement aux microbes et m'a traité d'idiot. Le témoignage de James aiderait à établir le schéma de contrôle et d'agression. Le jury devait voir que l'incident de la voiture n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'une histoire plus large de comportements dangereux. Frank, le détective privé, a trouvé une dernière preuve cruciale. 2 semaines avant le procès, il a découvert que ma mère avait déjà fait quelque chose de similaire, bien que moins extrême. Quand la fille de Valérie, Madison, avait 4 ans, ma mère l'avait laissée seule dans un grand magasin pendant près d'1 heure pendant qu'elle continuait ses achats dans un autre rayon. Madison s'était dirigée vers la sortie en cherchant sa grand-mère et avait été retrouvée par la sécurité du magasin, pleurant sur le parking. L'incident avait été signalé, mais jamais poursuivi légalement car Valérie avait défendu ma mère et refusé de coopérer avec les autorités. Frank a retrouvé l'agent de sécurité qui avait trouvé Madison, un homme nommé Case Rodriguez qui travaillait toujours dans le même magasin. Je n'ai jamais oublié cette gamine, a dit Case à Frank. Elle était terrifiée, en larmes, disant que sa grand-mère lui avait dit d'attendre près du comptoir des bijoux et de ne pas bouger quoi qu'il arrive. Elle était restée là pendant près d'1 heure à attendre. Quand je l'ai trouvée dehors, elle n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'elle avait été méchante et que sa grand-mère serait en colère. Case a accepté de témoigner. Son récit montrerait au jury que ce n'était pas un simple manque de jugement ponctuel, mais un schéma établi de négligence dangereuse. L'équipe de l'accusation est devenue de plus en plus confiante avec chaque nouvelle preuve.
Rebecca Summers m'a dit qu'elle avait rarement vu une affaire avec une culpabilité aussi claire et une documentation aussi accablante. Vos parents ont commis toutes les erreurs possibles, a-t-elle dit. Ils ont commis le crime devant une caméra. Ils n'ont montré aucun remords. Ils vous ont agressé devant des témoins. Et ils ont un passé de comportement similaire. À moins que le jury ne soit entièrement composé de gens qui détestent les enfants, nous allons gagner. Mais gagner un procès ne guérirait pas toutes les blessures. Emma faisait encore des cauchemars parfois, même si elle ne se souvenait pas consciemment de ce qui s'était passé. Elle se réveillait en pleurant, disant qu'elle avait chaud et qu'elle ne me trouvait pas. Le docteur Jennifer Ramos, la psychologue pour enfants que nous consultions, a expliqué que le traumatisme peut se loger dans le corps même lorsque l'esprit ne retient pas de souvenirs spécifiques. Emma est résiliente, m'a assuré le docteur Ramos. Avec un soutien et une thérapie continue, elle ira bien. Mais vous devez aussi prendre soin de vous. Le traumatisme secondaire est réel, surtout pour les parents qui ont vu leurs enfants souffrir. J'ai commencé à voir mon propre thérapeute, le docteur Alan Cooper, spécialisé dans les traumatismes familiaux et la rupture des liens. Il m'a aidé à gérer le deuil de la perte de mes parents, non pas à cause de la mort, mais à cause de leur propre choix. Il m'a aidé à comprendre que les exclure de ma vie n'était pas cruel. C'était nécessaire. Vous ne pouvez pas vous immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud, m'a dit le docteur Cooper lors d'une séance, surtout quand ces personnes essaient activement de vous brûler. Le procès devait commencer un lundi d'octobre. Le dimanche précédent, j'ai emmené Emma au parc où Catherine avait accepté de nous retrouver. Nous avons regardé Emma jouer sur les balançoires, riant et insouciante, complètement inconsciente de la bataille juridique qui allait se dérouler en son nom. Peu importe l'issue, a dit Catherine doucement, tu as déjà gagné. Emma est en sécurité, en bonne santé et aimée. C'est ça qui compte. Je voulais la croire, mais une partie de moi savait que je ne me sentirais vraiment en sécurité que lorsque mes parents seraient derrière les barreaux, incapables de faire du mal à qui que ce soit d'autre, jamais plus. 2 mois après l'incident, Thomas a appelé avec une nouvelle inattendue. Mon père avait eu une crise cardiaque, probablement provoquée par le stress des poursuites judiciaires et de l'ostracisme social. Il a survécu mais était gravement affaibli. Ma mère a appelé de l'hôpital, sa voix petite et brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue. « S'il te plaît, viens », a-t-elle supplié. « Il te demande. » J'ai raccroché sans répondre. Thomas a déposé une motion pour s'assurer qu'il ne pourrait pas utiliser l'urgence médicale pour retarder le procès. La juge a accepté. L'avocat de Valérie a pris contact pour chercher une négociation de peine. Les preuves contre elle étaient accablantes, et son agression contre moi avait été vue par une demi-douzaine de membres du personnel hospitalier. Elle était prête à plaider coupable de mise en danger d'enfants et de voies de fait simples en échange d'une probation et d'une thérapie obligatoire. Thomas m'a conseillé de refuser. Fais-leur subir toutes les conséquences, a-t-il dit. Ils n'ont montré aucune pitié pour Emma. Mais je l'ai surpris. J'ai accepté la négociation de peine de Valérie à une condition, elle devait s'excuser publiquement, en pleine audience, en admettant exactement ce qu'elle avait fait et pourquoi c'était mal. Elle devait faire face au siège auto vide d'Emma, que nous avions apporté comme pièce à conviction, et s'excuser directement auprès de lui. Voir ma sœur s'effondrer en larmes face à ce petit siège auto rose a été plus satisfaisant que n'aurait pu l'être n'importe quelle peine de prison. Elle a dû décrire ses actions en détail. Reconnaître qu'Emma aurait pu mourir. Admettre que le shopping avait été plus important pour elle que la vie de sa nièce. Après que son plaidoyer a été accepté et qu'elle a été condamnée à 3 ans de probation avec thérapie obligatoire, Valérie n'a pas pu échapper aux conséquences dans sa vie personnelle non plus. Son agence immobilière en Arizona l'avait déjà licenciée lorsque les accusations avaient été déposées, citant la publicité négative qui affectait leur entreprise. Sa licence professionnelle a été suspendue en attendant un examen disciplinaire. Elle a déménagé chez une amie à Portland, mais a eu du mal à trouver un emploi une fois que les vérifications d'antécédents ont révélé sa condamnation. Elle m'a appelé une fois, environ 2 semaines après sa condamnation et 1 mois avant le procès de mes parents. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Je suis désolée », a dit Valérie sans préambule. Sa voix semblait vide.
Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais je dois le dire. Je suis désolée pour ce que nous avons fait à Emma. Je suis désolée de t'avoir frappé. Je suis désolée pour tout. Je suis restée silencieuse, tenant le téléphone, attendant de ressentir quelque chose. Le pardon peut-être, ou la satisfaction de la voir souffrir. Au lieu de ça, je me sentais juste fatiguée. Pourquoi, ai-je finalement demandé. Pourquoi l'as-tu fait? Le souffle de Valérie s'est coupé. Je ne sais pas, maman n'arrêtait pas de dire qu'Emma était gâtée, que tu l'élevais mal, qu'elle avait besoin de discipline. Et moi, j'ai suivi le mouvement. J'ai toujours fait ce que maman voulait parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Alors tu as décidé que le shopping était plus important que la vie de ma fille parce que c'était plus facile? Non, je veux dire, oui. Je ne sais pas, Valérie s'est mise à pleurer. Je suis en thérapie. Le docteur William dit que j'ai des problèmes de codépendance avec maman. Que je n'ai jamais développé mon propre sens du bien et du mal parce que j'étais trop occupée à chercher son approbation. Ce n'est pas une excuse. Je sais que ce n'est pas le cas. Rien n'excuse ce que nous avons fait. Elle a fait une pause. J'ai tout perdu. Ma carrière, ma réputation, mes amis. Madison ne veut même plus me parler. Tout le monde à Portland sait ce que j'ai fait. Je ne peux pas y échapper. Tant mieux, ai-je dit simplement. Vous avez laissé ma fille pour morte. Tu m'as frappé pendant que papa m'étranglait. Tu n'as pas le droit d'échapper aux conséquences. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée et que tu as bien fait d'appeler ton avocat, de porter plainte, de ne pas nous laisser nous en tirer. Tu as protégé Emma. J'espère qu'un jour elle saura à quel point tu as été courageuse. J'ai raccroché sans répondre. Thomas m'a demandé plus tard si je regrettais d'avoir pris l'appel. Ce n'était pas le cas. Entendre la voix brisée de Valérie a confirmé ce que je savais déjà. Il faisait face exactement à ce qu'il méritait. Mes parents ont été jugés en novembre. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La juge était elle-même grand-mère. Lors du prononcé de la peine, elle a regardé ma mère avec un mépris pur. Vous avez laissé une enfant sans défense enfermée dans une voiture brûlante pendant que vous achetiez des articles de luxe dont vous n'aviez pas besoin. Lorsque sa mère vous a confronté, vous avez répondu par la violence. Vous n'avez montré aucun remords? Seulement de l'inquiétude pour votre propre réputation. Ce tribunal vous condamne à 6 ans de prison d'État. Mon père a écopé de 7 ans car l'agression était plus grave lorsqu'il m'a saisi à la gorge. Tous deux ont également été condamnés à payer des dédommagements pour les frais médicaux d'Emma et mes frais de thérapie. Ils ont été emmenés menottés pour la 2e fois. Ma mère m'a regardé en passant, son visage déformé par l'incrédulité. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère, a-t-elle murmuré. J'ai croisé son regard, sans ciller. Tu as essayé de tuer ma fille. Puis tu as posé les mains sur moi dans le couloir d'un hôpital. C'est toi qui t'es infligé ça. Valérie a purgé sa probation et a déménagé dans l'Oregon, coupant tout contact avec la famille. Sa licence immobilière a été suspendue et aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente au détail. Mon père est décédé d'une seconde crise cardiaque 2 ans après le début de sa peine. Ma mère en est actuellement à sa 4e année d'incarcération et j'ai refusé toutes ses demandes de visite. Emma a 7 ans maintenant, elle est en bonne santé et heureuse. Elle appelle Catherine, Tati Cathy, et n'a aucun souvenir de cette terrible journée. Nous avons construit une nouvelle famille avec des amis et des relations choisies, des gens qui se soucient sincèrement de nous plutôt que de nous voir comme des possessions à contrôler. Thomas reste mon avocat et est devenu un bon ami. Il envoie des cadeaux d'anniversaire à Emma et se joint parfois à nous pour le dîner. Il m'a dit un jour que mon cas avait changé sa façon d'exercer le droit, le rendant plus attentif aux situations de violence familiale qui se cachent souvent derrière des façades respectables. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir porté plainte, si j'aurais aimé donner une seconde chance à mes parents. La réponse est toujours non. Ils ont eu 3 heures pour faire demi-tour et vérifier l'état d'Emma. 3 heures pendant lesquelles elle cuisait lentement dans cette voiture,
pleurant pour une aide qui n'est jamais venue. Ils ont choisi le shopping plutôt que sa vie. Et lorsqu'ils ont été confrontés, ils ont choisi la violence plutôt que la responsabilité. Je pense parfois à la chronologie alternative. Et si j'avais laissé tomber? Et si j'avais accepté leurs explications dédaigneuses et leurs faibles excuses? Ils auraient eu accès à Emma. Ils l'auraient refait, ou quelque chose de tout aussi dangereux, parce que les gens comme ça ne changent jamais à moins d'y être forcés. Au lieu de cela, j'ai fait un choix différent. J'ai appelé mon avocat. J'ai tout documenté. J'ai poursuivi la justice avec la même froide détermination qu'ils avaient montrée en enfermant ma fille dans cette voiture. Leurs vies se sont effondrées parce qu'elles méritaient de s'effondrer. Parce que les monstres qui font du mal aux enfants ne devraient pas pouvoir se promener en se faisant passer pour des grands-parents aimants. Parce que parfois, la seule façon de protéger les gens que l'on aime est de brûler les ponts avec ceux qui leur font du mal. Emma grandira en sachant que sa mère a choisi sa sécurité plutôt que la loyauté familiale. Elle comprendra que l'amour ne signifie pas accepter la violence, que les liens du sang n'accordent pas des chances illimitées, que se protéger et protéger ses enfants n'est pas seulement acceptable, mais nécessaire. Et moi, je dors paisiblement maintenant. Fini les appels téléphoniques anxieux avec ma mère. Fini de marcher sur des œufs autour du tempérament de mon père. Fini de regarder Valérie sourire narquoisement pendant qu'il sape mon autorité parentale. Le prix était élevé, mais la liberté l'est toujours. Catherine parle encore aux gens du jour où elle a trouvé Emma. Elle est devenue une militante pour la sécurité des enfants dans les voitures surchauffées, donnant des conférences dans les écoles et les centres communautaires. Elle leur montre les statistiques, 33 enfants meurent dans des voitures surchauffées chaque année aux États-Unis. Elle leur parle d'Emma, des 3 adultes qui sont partis en riant. Puis elle leur parle de la mère qui a refusé d'accepter « elle va bien » comme réponse. La mère qui, dans le couloir d'un hôpital, meurtrie et tremblante, a appelé son avocat au lieu de reculer. Certains ponts doivent être brûlés. Certains liens familiaux doivent être coupés. Et certains jours, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de passer un appel téléphonique et de laisser les conséquences se dérouler exactement comme elles le devraient. 3 heures après cet appel à Thomas, la vie de mes parents a commencé à s'effondrer. 4 ans plus tard, ils subissent encore ses conséquences. Et dans 30 ans, quand Emma sera adulte avec ses propres enfants, elle saura exactement ce qui s'est passé et pourquoi.